enregistrer quelque chose, c'est pas comprendre. D'ailleurs, le mot comprendre dit magnifiquement, il y a plusieurs choses qu'il faut réunir, hein, pas seulement prendre. Donc on peut avoir plein de connaissances et être un véritable idiot. Matrioshka. Bonjour à tous, bienvenue sur Matrioshka et merci d'ailleurs à vous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Cette semaine, je suis ravie de vous faire découvrir notre Matrioshka numéro 5. Il est philosophe, il est philologue franco-allemand, il s'appelle Heinz Wiesmann et on l'entend bien trop rarement dans les médias. Pour Matrioshka, il a accepté d'ouvrir les portes de chez lui et de nous expliquer pas mal de choses, entre autres nous aider à comprendre un peu mieux notre temps, un temps qui s'avère souvent assez précieux. On l'écoute. Il n'y a rien qui puisse nous garantir que nous n'allons pas tous, comme ces bestioles-là qui se suicident en masse, tomber dans un ravin et disparaître. Il n'y a rien qui nous garantisse la permanence de l'espèce, dit la permanence même du monde dans lequel nous vivons. En revanche, si on se dit qu'on a un temps limité à vivre et qu'il faut en faire quelque chose, ben, la seule chose qu'on puisse en faire, c'est de gagner le maximum de satisfaction qui demande du temps. Je crois que là, on a à transmettre ça comme une sorte de ardente obligation. On peut tous se l'offrir en plus, non? Et en plus, on vit, et tout ce qu'on nous a donné, c'est du temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait du temps qu'on nous a donné? En général, on le perd parce qu'on veut le gagner. Gagner du temps, c'est à coup sûr perdre du temps. Parce que le seul temps qu'on ne perd pas, c'est le temps qu'on prend. Parce que ce qui nous est promis dans le raccourcissement du temps nécessaire à la satisfaction, c'est une forme de fausse éternité. Puisque l'instant, il ne tend plus vers rien. C'est une sorte de satiété qui se transforme immédiatement en frustration, donc il faut recommencer. Mais c'est chaque fois ponctuel, il n'y a absolument pas un mouvement continu vers quelque chose. Donc l'humanité peut s'installer dans ce présent pur, qu'on appelle le présentisme comme tendance, et n'avoir plus d'avenir du tout, étant dans une fausse éternité. Il est là très amusant que le type que Google a chargé de nous amener à l'éternité, le transhumanisme, il s'appelle Kurzweil. Or, Kurzweil, en allemand, veut dire court terme. Donc, celui qui nous promet l'éternité s'appelle court terme. C'est la même chose. C'est la même chose. Matrioshka. Et oui, chaque instant peut être une éternité. Heinz Wiesmann nous explique qu'il faut prendre son temps. On le comprend en théorie, mais en pratique, comment faire? Eh bien, ça aussi, il nous l'explique et il nous démontre à quel point ça a du sens. Pour entraîner quelqu'un dans cette petite aventure qui consiste à prendre son temps, à trouver soit une solution, soit découvrir quelque chose, il faut une séduction. C'est une des raisons pour laquelle on s'est battu pour l'inscription du repas français au patrimoine immatériel de l'humanité, parce que le repas français, ce n'est pas ce qu'il y a dans l'assiette, parce que la gastronomie, il y en a marocaine, libanaise, non, c'est la liturgie, c'est-à-dire le fait de devoir patienter entre les plats. Si on n'ouvre pas le temps de cette manière, il n'y a pas d'éducation, pas de transmission. C'est comme les plats cuisinés, micro-ondes, c'est-à-dire plus vite, et puis on a tout de suite ce qu'on voulait, et du coup, le désir n'a même pas le temps de se déployer. Alors, le désir a besoin de temps, parce que si la satisfaction est instantanée, on a le phénomène de la drogue. Moi, je suis convaincu que si on obtient des satisfactions trop facilement, eh bien, elles ne valent plus grand-chose. Elles ne nous apportent plus grand-chose. Or, on est tout de même dans une société de clics à outrance, oui, et ça voilà. On ne décliquera pas, ça c'est certain. Bon. Alors face à ça, comment on peut préparer nos enfants à trouver leur alternative? Ben, c'est très bête. Un des projets que les parents peuvent nourrir est de garder les enfants un peu à table pour qu'on se parle. Mais pour ça, il faut qu'il y ait au moins un second plat, sinon un troisième. Et donc, il faut investir dans cette promesse. C'est ce que j'entends par séduction.
Si on ne promet pas quelque chose à venir, il est tout à fait illusoire de croire qu'on puisse obtenir des enfants, de sortir de cet univers du clic. Et toutes les satisfactions qu'on peut avoir tout de suite, eh bien, laissent une sorte de frustration, ce qui fait qu'il faut recommencer. C'est ça le principe de la consommation. La consommation, ce n'est rien d'autre que l'exploitation économique des frustrations engendrées par des satisfactions rapides et faciles. Mythique, par exemple. Parlez-moi de Mythique. Les sites de rencontres sont l'illustration de ce que je dis, c'est comme les plats cuisinés. Si on nourrit l'espoir de tomber amoureux, il faut quand même qu'il y ait un peu d'incertitude, un cheminement vers quelque chose qui est d'abord là à l'état de promesse. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas consommer, ça c'est idiot. Mais vouloir toujours accroître la consommation est d'une certaine manière le fondement du système économique dans lequel nous sommes. Et la vérité vraie, c'est qu'il faut consommer plus et de tout. C'est-à-dire, nous, si on veut être un bon consommateur, on doit boire plus d'eau, plus soda, plus bière, plus vin, plus lait. Et à un certain moment, on ne peut plus. Seulement, le travail qui nous est demandé, ce n'est pas tellement de fabriquer du lait, de fabriquer de l'orangina, mais d'en boire. Parce que les grands groupes américains, quand ils se sont demandé dans les années 60 si il valait mieux investir dans les aliments solides ou dans les aliments liquides, ils ont fait une étude tout à fait scientifique de notre capacité d'élimination. Et donc les très grands groupes ont compris qu'il fallait investir dans le liquide. Parce que le solide prend plus de temps. Nos intestins, qui font à peu près 12 mètres, ne peuvent pas évacuer à la vitesse grand V. Et donc la nourriture solide est d'une certaine manière ce qui nous permet de garder le contact avec le temps qui s'écoule. Tandis que la boisson, là, les satisfactions sont beaucoup plus rapides. Matryoshka. On peut avoir la main pour orienter nos enfants, et dans le même temps, il y a quand même une force qui est très grande, qui est celle de la technologie, qui les façonne aussi. Ouais. Qu'est-ce que vous voyez comme impact de la technologie sur même l'évolution même de notre espèce? Oui, là, c'est la régression du pouce, avec laquelle, alors, à une vitesse diabolique, les jeunes filles, ça. On le pousse, en fait, dans l'évolution du vivant. C'est une étape essentielle, c'est les primates. C'est-à-dire, c'est déjà beaucoup mieux que les sabots et même les pattes des chats. L'appréhension, avec le pouce, c'est les primates, les petits singes, etc., ont pu s'emparer des choses, ça a été un réel progrès. Seulement, ça reste dans cette espèce de saisie. Ça ne va pas au-delà de la saisie. Tandis que quand soudain l'index s'est pointé, au lieu de faire signe vers ce qui est saisi et donc déjà là, c'est vers quelque chose qui est promis et qui se trouve plus loin et vers quoi il faut aller. Donc l'index, c'est le sens. Le mot sens veut dire direction. Et avec le pouce, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un dire « il faut aller par là » ? Non, pas encore. Mais est-ce que ça va venir selon vous ? Ça, je ne sais pas si ce n'est pas un signe d'espoir que ça ne peut pas arriver quand même. Quand les gens se plaignent de la perte du sens, ils ne croient pas si bien dire. Le sens, c'est l'idée qu'il faut aller quelque part. Si on ne peut pas dire où il faut aller, parce qu'on a perdu l'orientation, on fait du surplace. Par exemple, dans les grands ensembles de banlieue, quand les jeunes descendent de l'escalier, ils sont devant la porte. Ils stagnent devant la porte pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a aucune raison d'aller plutôt à gauche qu'à droite. Parce qu'on a fait ces barres sans un instant réfléchir au fait qu'une ville, c'est la promesse d'un ailleurs. Il y a un cheminement. Voilà. Et quand vous stagnez devant la cage d'escalier, eh bien, vous finissez par lutter contre la frustration. Et là, la drogue peut faire son apparition, même des formes de violence peuvent naître, alors que s'ils avaient envie d'aller quelque part,
ça pourrait devenir une aventure, cette aventure pourrait les occuper et du coup leur apporter de satisfaction. Matryoshka. Wiesmann nous aide parfois à cheminer même au-delà de ce à quoi on pourrait s'attendre. En tant que philologue, il a travaillé sur l'histoire des langues. L'anglais, le français, l'allemand, l'italien, le grec, etc. Et donc au travers de son travail sur les langues, eh bien, il nous aide à mieux comprendre l'Europe. Pourquoi est-ce qu'on a parfois du mal à s'entendre en Europe? Et par exemple, la dette. Quand on parle de la dette, est-ce qu'on se capte vraiment? La dette se dit en allemand avec une connotation qui signifie péché. En français, on ne l'entend pas. Or, quand un Allemand parle de la dette, il ne peut pas s'empêcher de penser en même temps péché. Du coup, le comportement de tous les pays germaniques, mais les Allemands en particulier, à l'égard de la dette grecque, était déjà dans la langue qu'ils utilisent. Et donc les pays latins ne comprenaient pas pourquoi ils étaient tellement durs, tellement intransigeants. Parce que la dette était un péché. En allemand, c'est Schuld. Et ensuite, quand Mme Merkel a ouvert les frontières, pour accueillir soudain, d'un coup, 1 200 000 migrants. Dans les médias français, on s'est interrogé lourdement si cette dame n'était pas schizophrène, parce qu'elle était tellement dure avec les Grecs et tellement humaine avec les migrants. Ben, personne n'a entendu que lorsqu'elle a été interpellée à ce sujet au Parlement, elle a dit « mais c'est notre foutue dette ». Or là, ce n'est pas la dette financière des Grecs, c'est la dette des Allemands à l'égard de l'humanité. Alors, j'ai raconté ça à Macron, qui l'a reproduit dans son discours d'ouverture à la Foire du Livre de Francfort, et l'effet en Allemagne a été incroyable. Quoi, un Français comprend? Et c'est là, la vraie communication en Europe passe par, quand même, une familiarité minimale avec les langues des autres. Vous avez grandi en allemand, appris l'italien, et puis vous êtes venu en France, et vous avez continué à penser aussi en français. Si on regarde les générations qui viennent aujourd'hui, est-ce que la globalisation, la numérisation, les codes communs, l'uniformisation des goûts fait qu'on se retrouve à avoir une langue ou un langage commun petit à petit selon vous? Non, mais ce qu'on a en commun, c'est évidemment une langue qui est uniquement destinée à désigner des choses. Alors que les langues vivantes, ce que j'appelle les langues de culture, sont des langues dans lesquelles, au fait de désigner quelque chose, de dire quelque chose, se superpose toujours à vouloir dire. Or, le vouloir dire, qui est ce que le sujet ajoute à la désignation de l'objet, fait la richesse des langues. L'exemple idiot, c'est quand je dis en français « tu es un âne », eh bien, dans la langue réduite à la pure dénotation d'une réalité, ça veut dire tu es un animal gris avec de longues oreilles. Et donc, il faut que je sois dans la langue telle qu'elle évolue tout le temps pour saisir qu'il y a une connotation, à côté de la dénotation de l'objet, une connotation du point de vue du sujet. Lorsqu'on fait un trait sur le vouloir dire et s'occupe uniquement du dire, du désigner, on est dans cette logique du clic, de la connaissance, off, et à partir de là, on perd la langue, celle dans laquelle on peut réellement communiquer. Parce que ce qui se communique dans une langue de communication, c'est quand même ce que le sujet ressent. Ce n'est pas le monde commun, c'est utile dans les terminologies techniques, ça rend service. Je ne fais pas le procès aux langues de service, on en a besoin. L'anglais international est typiquement une langue de service, dans laquelle on ne peut absolument pas dire ce qu'on veut dire. Il faut dire ce qu'on peut dire. Mais on ne peut pas dire ce qu'on veut dire. Pourquoi? Mais parce que cette langue ne permet pas, comme l'anglais véritable,
l'anglais culturel ou historique, de s'appuyer sur les traces du vouloir dire, c'est-à-dire de toutes ces allusions, de ces petites métaphores, ce petit jeu, souvent un peu ambigu, à bon entendeur, où le sujet communique avec l'autre à la faveur de ce dont il parle, mais pour dire plus que ce dont il parle. C'est quoi la différence à une Huysmans entre l'anglais de service et l'anglais culturel? L'exemple de l'anglais indien est très intéressant parce que les Anglais ont reçu cet anglais que nous appelons international sous la forme du basic, qui était la langue de l'administration coloniale qui devait permettre d'avoir l'interface entre les élites locales et le colonisateur. C'était une langue vraiment réduite à l'essentiel de ce qu'on veut désigner. Or, les Indiens qui ont appris cette langue s'en sont emparés et leur besoin expressif a fait que peu à peu cette langue s'est nourrie d'emprunts faits au hindi, à l'ourdou, aux langues majeures du sous-continent, et ils ont développé un anglais qui n'existe nulle part ailleurs. Vous vous souvenez que l'espéranto était une langue comme ça, faite uniquement pour désigner des choses. Elle n'était pas évolutive. C'est-à-dire, en espéranto, vous ne pouvez pas inventer des mots ou faire des jeux de mots. Ce n'est pas possible, puisque c'était destiné à nous permettre de simplement désigner le monde commun dans lequel on évoluait. Et du coup, l'espéranto n'a pas eu d'avenir. Matryoshka. Et puis, ce qu'il a à transmettre, ce merveilleux passeur qu'est Hans Huysmans, c'est aussi un peu de son vécu. Lui qui est né et qui a grandi en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a connu les bombardements. Aujourd'hui, on est inquiet d'une société avec trop de tensions, avec trop de violence. Mais faut-il vivre dans un monde sécurisé? Faut-il avoir peur de la peur? Faut-il avoir horreur de l'horreur? On l'écoute. Matryoshka. Parler aux gens de la guerre en ne faisant état que des horreurs, c'est faux. Mais faire comme si on pouvait échapper à cette horreur, c'est tout aussi faux. J'avais 9 ans en 1945 et on a quitté Berlin quand les bombardements ont commencé, et en 1943. On était à la campagne et je voyais les avions alliés par milliers, comme des petits poissons argentés, avec un vrombissement extraordinaire dans le ciel, aller sur Berlin. Et donc les premières perceptions étaient au fond bucoliques, avec en arrière-plan quelque chose de terrifiant. Et c'est cette tension-là qui peut-être a été le sentiment d'existence conscient que j'ai eu au départ. Pour un enfant, ça n'a pas du tout le même impact que pour un adulte. On peut s'en accommoder, on peut même jouer avec et avoir un sentiment étrange de vivre une aventure. Mais cette aventure est d'une certaine manière comprise entre deux extrêmes. Une ce que j'appelle le bucolique, une extrême confiance dans l'ordre de la nature, on est couché dans l'herbe, et puis une menace qui ne dit pas son nom, mais qui apparaît grâce à ces avions dans le ciel, surtout le bruit, le vrombissement, parce qu'ils étaient assez jolis à voir. Alors, on est pris entre une paix extraordinaire, qui est une sorte de promesse de paradis, et une angoisse qui taraude et qui ne cesse pas. Je crois qu'une existence humaine un peu consciente doit se dérouler entre ces deux pôles. Et ne faire état que de l'un ou de l'autre est une tricherie. C'est-à-dire, je peux parler de la guerre, des horreurs, des bombes. Une bombe incendiaire a traversé, c'est là qu'on a quitté Berlin, a traversé notre villa, mais elle n'a pas explosé. Et donc c'était comme un jouet fiché dans la cave. Et évidemment, beaucoup de ces bombes, au départ, n'explosaient pas à cause des imperfections technologiques. Et tout ça a aussi une valeur esthétique si on ne pense pas à l'horreur que ça peut engendrer. Est-ce que depuis, vous pensez qu'on n'a jamais retrouvé quelque chose qui pouvait être de la même horreur? Aujourd'hui, par rapport aux dangers que l'on craint voir poindre, de populisme ou en tout genre, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui résonne ou ça n'a rien à voir? Ah si, moi je prétends que c'est une permanence. Et les horreurs auxquelles on assiste, il y en a toujours en pagaille.
Parfois tout près de chez nous, parfois un peu plus loin. Maintenant, avec ce qui a beaucoup changé les choses, ce sont les moyens d'information. Et on peut assister à des horreurs à des milliers de kilomètres, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Mais ce sont les mêmes horreurs. Matryoshka. L'image, c'est le funambule. C'est quelqu'un qui, entre deux points fixes, se déplace avec une précaution de tous les instants, parce qu'il peut dévisser et tomber. Donc la vraie menace, ce n'est pas l'horreur d'un côté ou le faux bucolique de l'autre. La vraie menace, c'est qu'on peut à tout moment tomber et dans ce cas perdre les deux. Et je crois qu'il est indispensable de se rendre compte qu'on ne peut pas avoir son équilibre en essayant de s'installer dans le lieu dans lequel on est en sécurité. C'est pas vrai. Et donc tout ce qui est identitaire, tout ce qui est enracinement, toutes ces idées-là sont des façons d'éviter la tension qui, elle, même si elle est effrayante par moments, elle est la vie, elle est vivifiante. C'est dans le mouvement, finalement, qu'on trouve l'équilibre. C'est dans le mouvement. Et ces mouvements sont, d'une certaine manière, exactement ce qu'on a dans les arts. Un morceau de musique, c'est exactement la chose. Il y a une dissonance, sinon la musique n'a aucun intérêt. Une musique qui serait uniquement harmonieuse, par exemple, est un peu banale. Et donc, les grands compositeurs, les aménagent des tensions, mais purement musicales, pour ensuite les résoudre dans une espèce de course qu'on appelle le développement. Dans la musique classique, c'est comme ça. Quand je pense à la musique industrielle, par exemple, qui est là uniquement pour nous bercer dans une espèce de confort auditif, eh bien, elle a évincé ces moments de tension. Parce qu'elle rejoue inlassablement les cadences qui présentent des solutions. Matryoshka. Tous les enfants jouent avec la peur quand ils sont tout petits. Les contes de fées sont là pour leur permettre de gérer cette peur. Mais cette peur est délicieuse aussi. C'est une peur vivifiante. Maintenant, si on veut supprimer la peur, présenter aux enfants uniquement un joli ordre des choses, où il n'y a pas de conflit, eh bien, on ne les élève pas. On les maintient dans un état qui est tout à fait, je sais pas, primaire. Alors comment on les aide à domestiquer la peur ? Et la peur, c'est essentiellement un traitement de la peur par ce mouvement, qui peut être le mouvement du récit, ça peut être même des activités de jeu, etc. Mais il faut qu'il y ait du risque d'un côté et des solutions de l'autre. Et donc, c'est comme si on marchait sur deux jambes. On ne peut pas marcher si on a une seule jambe, ça devient très compliqué. On prend une jambe de secours en bois. Mais marcher, ça signifie qu'on bascule d'un pied sur l'autre. Et donc, comme vous disiez, c'est le mouvement qui est en fait en jeu. Accomplir des mouvements qui sont des mouvements réussis, ça nous donne un sentiment d'exister qui est incomparable. Puisqu'on est sur le sujet de la transmission, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de votre pensée ? Enfin, si je résume un peu ce qu'on s'est dit, je pense qu'il y a un art à rendre désirable le fait de prendre son temps. Être ensemble, c'est prendre son temps. Et ça, c'est un apprentissage et qui peut fonctionner que si quelque chose de réellement désirable se profile à distance de l'index qui la montre. Si on n'a pas envie d'y aller, si on veut avoir une chose qui remplace ce cheminement par une satisfaction immédiate, tant pis. Voilà. Merci de m'avoir accordé tout ce temps. Avec grand plaisir. Merci. Si je peux me permettre un petit conseil, n'hésitez pas à réécouter cet entretien. Prenez le temps, une fois, 2 fois, 3 fois. Je peux vous assurer, je l'ai fait. Et à chaque fois, on décèle de nouveaux joyaux de ce que partage avec nous Heinz Wiesmann.
Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter la vidéo ici sur YouTube. N'hésitez pas non plus à la partager sur les réseaux sociaux, avec vos amis, avec votre famille. Si vous voulez être préparé pour les prochaines vidéos, activez la cloche, comme ça vous serez informé. Ce sera dans 2 semaines. Et moi je vous dis à très vite sur Matryoshka. Salut. Matryoshka. C'est étonnant parce que ça me fait grand plaisir de parler avec vous. C'est étonnant. Non, mais c'est l'illustration de ce que j'essaie de dire.